Tout de suite, le 19h de Public Sénat, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce mercredi 1er septembre. Des hausses d'impôts annoncées par le ministre du Budget, mais pas avant 2013, précise François Baroin, qui renvoie donc à l'après-présidentielle la fin du dogme sarkozyste. Le RSA s'étend aux jeunes aujourd'hui, mais il sera très encadré, réservé aux moins de 25 ans ayant déjà travaillé 2 ans. Le débat du 19h, jeunes et vieux, est-ce l'autre conflit d'intérêts entre les générations sacrifiées et bénies? Dans l'actualité également ce soir, les 3 soldats français blessés en Afghanistan fin août ont bel et bien été victimes de tirs fratricides. L'enquête confirme les soupçons. En Irak, la guerre est finie pour les États-Unis. Témoignage dans ce journal d'un jeune Irakien qui publie « Revoir Bagdad, la vie de l'intérieur d'un peuple meurtri ». Bonsoir à tous. Le gouvernement envisage donc des hausses d'impôts, mais après 2012. Un courrier de François Baroin aux parlementaires évoque la nécessité de trouver de nouvelles ressources fiscales en 2013, éventuellement en augmentant la CRDS pour financer la dette sociale, pour combler les déficits. La réforme des retraites et celle des niches fiscales, on le sait, sont sur les rails, mais il s'agit aussi de conserver à la France sa fameuse note AAA qui lui garantit les meilleures conditions d'emprunt. Des assurances en ce sens ont été apportées aujourd'hui au Sénat. Reportage d'Élise Cardi. La peur de la mauvaise note. Face au président du cabinet Fitch, une agence de notation internationale, auditionnée pour la première fois à la Commission des affaires sociales, les sénateurs ont posé la question clairement. La France va-t-elle conserver son AAA ? Bien sûr, c'est une véritable crainte. Il y a des faiblesses aujourd'hui sur le AAA. Alors le AAA n'est pas en danger. Pourtant, l'intéressé lui-même n'est pas aussi péremptoire. S'il n'y a pas encore de quoi s'alarmer, il faut être vigilant. Nous avons simplement répété ce que nous avons publié récemment sur les différentes caractéristiques de cette note, qui est pas particulièrement, qui est pas super confortable, et sur les différentes attentes que nous avons pour son maintien à l'avenir. Les attentes des agences de notation, le ministre du Budget les connaît bien. Auditionné quelques minutes plus tard, il assure qu'il n'y a absolument aucune crainte à avoir. La méthode Coué n'est pas très loin. Non, on a beaucoup d'atouts, on a une économie diversifiée, on a une main-d'œuvre qualifiée, on a un système bancaire très protégé qui a résisté d'ailleurs à tous les stress tests d'il y a quelques semaines. Et puis on a surtout un niveau d'épargne très important, plus important que la moyenne de l'Union européenne. Et on est de surcroît engagé dans une action absolument déterminée à réduire notre endettement. La France a déjà annoncé 10 milliards d'euros d'économies sur les niches fiscales. Dans un contexte de reprise économique toujours incertain, la France va devoir maintenir son effort pour conserver son rang et sa bonne note. François Chérec mise sur une forte mobilisation, bien sûr, dans une semaine contre la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CFDT place comme première de ses revendications le maintien à 65 ans de l'âge de la retraite à taux plein. Il réclame aussi la même durée de cotisation pour tous. Laurence Parisot défend, elle, le report à 67 ans de la retraite à taux plein, comme c'est prévu dans le projet gouvernemental. Reportage à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, où cette année, les syndicats ont boudé l'université d'été du MEDEF. Reportage de Thomas Raguet. Sur le campus d'HEC, on croise à coup sûr des chefs d'entreprise, des politiques et des journalistes. Côté syndicaliste, en revanche, c'est plus difficile. Dans cette année de réforme des retraites, le climat a changé. Il était tout à fait compréhensible, puisqu'il y a une divergence de point de vue, ça ne fait aucun doute sur la question des retraites, que ça soit difficile pour les leaders syndicaux de venir chez nous aujourd'hui. Mais vous savez, nous ne cessons jamais d'échanger. Il faut dire qu'à une semaine de la manifestation test du 7 septembre, les leaders syndicaux redoutent d'apparaître sur la photo, à quelques exceptions près. Je considère que nous ne sommes pas toujours d'accord avec le patronat. C'est pas pour autant que nous ne discutons pas, que nous ne travaillons pas ensemble. Nous sommes partenaires sociaux, nous gérons paritairement les organismes de protection sociale. Donc c'est en se rencontrant, en dialoguant, en confrontant nos points de vue qu'on réussit à trouver des solutions et faire avancer le débat. Tous l'assurent pourtant, le contact n'est pas rompu et les négociations vont bon train, en coulisses, loin des caméras. Et l'imagination du MEDEF est toujours féconde pour trouver un thème à son université d'été. Et cette année, c'est donc l'étrangeté du monde. Coïncidence ou étrangeté? Au moment où Laurence Parisot prie qu'aucune charge ou impôt au nouveau frappe les entreprises,
eh bien, les grands groupes du CAC 40 publient des profits en forte hausse. Bonsoir Emmanuel Kessler, votre analyse. Bonsoir Michel. Oui, le niet de Laurence Parisot à tout effort spécifique des entreprises dans la chasse aux niches fiscales aura du mal à convaincre en effet, car pour les grands groupes, en tout cas, la crise semble oubliée. Les bénéfices des entreprises du CAC 40 au premier semestre de cette année ont en effet presque doublé à plus de 40 milliards d'euros, s'approchant des niveaux records d'avant la récession. Alors il faut nuancer, les 40 valeurs vedettes de la Bourse de Paris ne reflètent pas l'état de santé de l'ensemble des entreprises françaises, les PME restent fragiles. Surtout, il faut rappeler que ces groupes du CAC 40 réalisent les 2/3 de leurs profits à l'étranger. Renault et Peugeot, par exemple, ont retrouvé des couleurs au niveau mondial, alors que les ventes en France sont en baisse de 10% pour le mois dernier. Il n'empêche qu'en cette rentrée, sous le signe de la rigueur, avec des mesures qui vont frapper beaucoup de Français au portefeuille, le discours habituel du MEDEF, même complainte sur le poids des charges, paraît décalé, surtout cette année, celle où entre en vigueur la suppression de la taxe professionnelle, qui représente tout de même un effort pour l'État de 5 milliards d'euros. À moins d'une semaine du débat sur les retraites au Parlement, le thème, vous l'avez dit, de ces universités d'été, l'étrangeté du monde, mode d'emploi, référence souligne Laurence Parisot à Freud et à l'écrivain Georges Perec, risque d'être perçu aussi comme très éloigné des soucis quotidiens des Français. Emmanuel Kessler, merci. Pas d'agitation, pas de fébrilité. C'était aujourd'hui le message de Nicolas Sarkozy à ses ministres. Eh bien, du coup, les prises de parole ont été très limitées lors de la sortie du Conseil dans la cour de l'Élysée. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, s'est néanmoins autorisé un commentaire un peu plus tard, estimant qu'il ne fallait pas en rajouter en matière de sécurité, ne pas en rajouter en paroles, mais aussi en propositions qui peuvent choquer ici ou là, dit-il. Perquisition aujourd'hui chez Liliane Bettencourt à la demande de la juge Isabelle Prévost-Després pour mettre la main sur des petits papiers que les proches de la milliardaire, son gestionnaire de fortune, François-Marie Bagné, auraient pris l'habitude de disposer dans l'hôtel particulier de Neuilly. Sur ces petits papiers, les phrases que la milliardaire devait apprendre par cœur avant ses rendez-vous importants, ou encore les mots tutelle ou curatelle pour lui faire peur. La milliardaire se déclare ce soir outrée par cette perquisition, les serrures de ses coffres ayant été forcées. Martine Aubry se mêle ce soir du volet politique à nouveau. La première secrétaire du PS demande une nouvelle fois la désignation d'un juge d'instruction dans l'affaire Woerth-Bettencourt, au lendemain de la révélation d'un courrier impliquant Éric Woerth dans l'attribution de la Légion d'honneur à Patrice Demestre. La suite du 19h, jeune, vieux, peut-on parler là aussi d'un conflit d'intérêts ? Conflit de génération, c'est sûr. Les jeunes, souvent dépeints comme la génération sacrifiée, leurs aînés, baby-boomers, appartenant à une génération bénie. Les interrogations sur le sort réservé aux moins de 25 ans sont relancées aujourd'hui, alors que le RSA leur est désormais ouvert, mais dans des conditions très limitées. Flora Sauvage. Avoir travaillé au moins 2 ans au cours des 3 dernières années, c'est le critère d'attribution pour pouvoir bénéficier du RSA jeune. Des conditions d'attribution jugées trop sévères par les principaux concernés. Aujourd'hui, on est dans une situation avec la crise de destruction d'emplois qui sont remplacés par le stage. Et la seule solution qu'on propose, c'est pour des jeunes qui sont en situation d'avoir travaillé 3 ans et d'avoir épuisé leur droit de chômage, de toucher 460 € par mois. C'est ça la réponse de l'État. Les périodes de stage, de volontariat et de service civil ne seront pas pris en considération. Du coup, un nombre limité de jeunes pourra toucher ce RSA. Ça va concerner très peu de personnes. Ça va concerner aux alentours de 15 000 jeunes qui sont actuellement au chômage et qui ont eu 2 ans d'activité sur les 3 dernières années. Ça représente 3% des jeunes au chômage à l'heure actuelle. Donc finalement, c'est relativement marginal par rapport au chômage des jeunes. Selon l'Élysée, 160 000 jeunes devraient bénéficier de ce dispositif à terme. Mais pour l'instant, le gouvernement n'a prévu un budget que de 20 millions d'euros pour verser la prestation entre octobre et décembre. Nos invités, donc Camille Peugny, bonsoir. Vous êtes sociologue et vous avez notamment étudié ce phénomène que l'on appelle le déclassement, celui de la nouvelle génération, bien sûr. Tout à fait.
Avec vous, à vos côtés, Marc-Olivier Padis, vous êtes rédacteur en chef de la revue Esprit. Vous vous intéressez dans votre dernier numéro à la vie au grand âge, dans le grand âge, mais vous êtes également interrogé sur un éventuel New Deal entre générations qu'il resterait à conclure. Vous allez nous dire quels pourraient être les termes dans un instant. Avec nous également Jacques Godefrin, vous êtes membre du conseil d'administration de l'agence du service civique qui essaye d'offrir des perspectives nouvelles aux jeunes aujourd'hui. Oui, jeunes et moins jeunes pour le volontariat. Alors, n'est-ce pas simpliste d'abord d'opposer une génération sacrifiée à une génération bénie, Camille Peugny? Si, le dire comme ça, ce serait simpliste, parce que dans les générations des baby-boomers, il y a des ouvriers qui prennent leur retraite avec des sommes très faibles, et parmi les jeunes, il y a des jeunes des beaux quartiers qui ont une insertion dans la vie professionnelle assez simple. Mais pas forcément des beaux quartiers, ceux qui peuvent réussir éventuellement dans leurs études. Oui, mais je voulais dire que la jeunesse était diverse. Même si qu'il y a une corrélation. Voilà, bien sûr. La jeunesse est diverse, la génération du baby-boom est diverse, mais c'est vrai qu'on voit depuis plusieurs années un creusement des inégalités entre les générations. Par exemple, beaucoup d'économistes ont montré qu'à âge égal, si on prend 30 ans ou 40 ans, les générations plus récentes ont des salaires qui sont, toutes choses égales par ailleurs, plus faibles que les générations précédentes. Oui. La raison première, c'est la crise économique, parce qu'on va être amené à incriminer une génération, la génération des baby-boomers. Alors, mais d'abord, la première raison. C'est quelque part le grand retournement qui s'est produit dans les années 70, c'est-à-dire la fin de la parenthèse des 30 glorieuses et l'entrée dans une période de crise qui dure depuis 30 ans. Si vous prenez par exemple le taux de chômage des jeunes, il est de l'ordre de 20% pour ceux qui ont quitté l'école. Depuis la fin des années 70, on est un tout petit peu en dessous quand il y a des périodes de reprise, un tout petit peu au-dessus quand il y a des périodes de récession, mais on est bien dans des phénomènes structurels. Et donc, c'est cette nouvelle économie, dans le cadre de la mondialisation, frappe aux âges extrêmes de la vie professionnelle, dans l'insertion professionnelle quand on est jeune et pour les fins de carrière chez les travailleurs seniors. Un quart des actifs, donc de moins de 25 ans, sont au chômage aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, Jacques Godefrin, quand on était homme politique, on se sent responsable? Toute la société est responsable. Je n'aime pas trop les blocs quand on examine la tranche d'âge de 18-25 ans ou de 60-70 ans. Parce qu'à l'intérieur de ces blocs, il y a d'immenses diversités, d'ailleurs vous l'avez signalé. Diversité à la fois d'origine, mais d'origine géographique. J'observe que les départements français ont des taux de chômage de jeunes très bas et d'autres très hauts. Pourquoi? S'est-on posé la question? Alors, vous avez regardé les choses sur la formation. Oui, sur la formation. Je crois à la bonne concurrence, rivalité entre filières de formation, publiques, privées. Dans l'agriculture, j'observe que les maisons familiales et rurales en alternance donnent d'excellents résultats et il y a très peu de chômeurs qui viennent de l'alternance. Ça, c'est un fait très intéressant. Une autre inégalité, c'est l'activité dans une entreprise et l'activité dans le secteur public. Il y a de jeunes qui entrent dans les communes pour différentes activités. Dès que vous êtes dans le secteur public, vous avez droit à des prêts bancaires pour vous installer, pour acheter un appartement ou pour des meubles qui sont très avantageux. Quand vous êtes dans le secteur privé, les banques vous regardent soupçonneuses comme si vous n'alliez pas pouvoir les rembourser. Est-ce que ce ne sont pas d'abord les entreprises qui regardent les jeunes de façon soupçonneuse quand ils arrivent sur le marché du travail? Mais en particulier, non, pas tant que ça. Sur la formation, mais je crois que le secteur bancaire est à revoir parce qu'il a une double vision de l'employé ou du salarié privé au public. D'accord. Et ça, c'est une inégalité profonde. Très bien. Marc-Olivier Padis. Ce qu'on voit, c'est que c'est le travail qui est au centre de toutes ces interrogations sur les relations entre les générations. Et le fait que les choix collectifs qu'on a faits pour lutter contre le chômage se sont faits largement au détriment des jeunes. On le voit encore dans la réforme des retraites qui est prévue actuellement. Les retraités n'ont pas à s'inquiéter pour cette réforme. C'est les jeunes aujourd'hui qui sont jeunes actifs ou qui vont entrer dans la vie active qui vont payer cette réforme. Alors, les futurs retraités ont d'autres raisons de s'inquiéter. C'est un de vos sujets de réflexion. On en parlera aussi. Mais surtout, donc vous disiez pourquoi est-ce qu'on en est dans cette situation? Je crois que c'est en partie, d'une part parce que le poids électoral des jeunes est très faible, surtout comparé à celui des retraités, mais aussi par manque d'imagination, parce qu'on a un système de solidarité qui a été conçu pour un monde salarial qui est en train de disparaître et qui n'est pas celui que connaissent les jeunes qui rentrent aujourd'hui dans la vie active. Donc il faut réinventer des systèmes de protection adaptés à un monde du travail beaucoup plus fluide. Alors justement, mobile, tout de suite, dites-nous chacun ce que vous pensez de celui qui est lancé aujourd'hui, le RSA jeune, avec des conditions
on a envie de dire, draconienne, avoir déjà travaillé 2 ans à 25 ans, Camille Peugny? Alors en fait, la situation des jeunes en France, des 18-25 ans, de cette catégorie, si on parle des 18-25 ans en France, c'est parce que toutes les politiques publiques, de gauche comme de droite, ont contribué dans leur politique de la jeunesse à créer cette catégorie de 18-25 ans. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas cette barre à 25 ans. Par exemple, dans les pays scandinaves, on a l'ouverture des droits à la majorité. Voilà. Et en France, on a créé cette catégorie de 18-25 ans. La droite, par exemple, en proposant des allègements de charges pour cette tranche d'âge. La gauche en créant des emplois jeunes pour cette tranche d'âge. Enfin, les politiques des deux côtés ont créé cette catégorisation, et la promesse de l'extension du RSA, c'était une première brèche possiblement introduite dans cet édifice des deux tranches d'âge. Malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même un consensus, y compris, je pense, assumé par le gouvernement, qui de ne pas trop ouvrir les vannes, puisqu'on voit que les restrictions qui sont mises, avoir travaillé 2 ans à temps plein lors des 3 dernières années, fait que le nombre de jeunes concernés sera limité, très limité, quasiment risible en termes statistiques. Mais Jacques Godefroy, vous défendez, vous, ce verrou qui est passé, pour quelle raison? Je défends le principe, qui est c'est le pied à l'étrier, c'est vous défendez le principe du RSA jeune, mais c'est une limitation, vous les comprenez aussi? Je les comprends aussi, mais je voudrais dire une chose, c'est que j'en ai un peu assez d'entendre autour de moi de la part de certains jeunes, pas tous. Autour de la table? Je suis, non plus du tout, vous êtes tous très jeunes, beaucoup plus que moi, mais ceci, oui, moi ça va, j'ai mon aide chômage, etc. Si c'est pour aller travailler et gagner 30 € de plus par mois, ça ne m'intéresse pas d'aller travailler. Et ça, l'avantage du RSA, c'est fini. On ne pourra pas dire je vais gagner autant en ne faisant rien, sinon plus, qu'en travaillant. Dorénavant, on travaillera, et pour justement avoir un surrevenu, il y aura le RSA pour cette catégorie. Donc c'est une mesure pour pousser les jeunes à se prendre en main, ce qu'ils ne feraient pas aujourd'hui, forcément? Juste une question à ce moment-là, c'est si pour les moins de 25 ans on place une condition, qui est d'avoir travaillé qu'on ne place pas pour le reste de la population, est-ce parce que que l'on assume le fait, on pense que les jeunes sont davantage enclins à se laisser entraîner dans ce que certains appellent l'assistanat que les plus âgés? Je ne comprends pas cette discrimination. C'est comme si on avait dit le RSA c'est pour les femmes ou pour les hommes, tout le monde aurait hurlé, on aurait dit d'accord pour les femmes, mais si elles ont travaillé 2 ans l'un des 3 derniers, pourquoi cette discrimination sur l'âge? C'est la loi de l'effort. Je crois qu'on manque dans notre société d'une loi qu'on n'a jamais votée d'ailleurs. C'est la loi de l'effort. Vous jeunes, oui, c'est vrai, vous êtes en difficulté. Mais quel effort avez-vous fait déjà pour vous-même? C'est un changement de vision. C'est plus l'assistanat du tout, des TUC, des emplois jeunes, etc. C'est fini. Vous avez fait quelque chose pour vous-même, mais on va vous donner un coup de main parce que là, vous avez un coup dur, ça va mal, vous avez été licencié, vous êtes en recherche d'autre chose. Voilà, c'est le coup de main à un moment donné quand le jeune est un peu en perdition. Mais en quoi ma génération a-t-elle fait moins d'efforts que la vôtre? Non, mais ça arrive aujourd'hui que... Attendez, la mienne a fait des tas d'efforts. Il y a 2 conceptions de la jeunesse, là, et éventuellement de l'entrain au travail, j'ai l'impression, c'est ce dont on parle. Notre génération, je vous le rappelle, c'était celle qui est sortie de la guerre. C'était pas facile. Bon. C'était la génération de la guerre d'Algérie, c'était un effort. Oui, mais complètement. Mais donc, en termes d'insertion économique et sociale, je pense qu'il n'y a pas photo. Et après 30 mois en Algérie, c'était pas facile de s'intégrer. Oui, bon, donc, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Non, quand un jeune vient demander une aide, voilà, c'est bon de lui poser la question, qu'as-tu fait pour toi-même? Ça, c'est le début de la responsabilisation. Après, on va voir. En plus, ces jeunes, ils vont être accompagnés. Il va y avoir dans les pôles emploi un certain nombre d'accompagnements. Vous avez signalé que je vice-présidais l'Agence française du volontariat. Moi, je vois très bien des postes de volontaires, notamment de retraités, de jeunes retraités, qui ont très envie de donner un coup de main aux jeunes et qui pourraient être parfaitement utilisés pour les guider. Aujourd'hui, c'est une jungle épouvantable. L'administration, même les fonctionnaires, non. Mais l'administration, ça devient une jungle. Et mettez un jeune de 24 ans, pour ne pas dire 25, devant cet appareil-là, c'est incompréhensible. Donc il faut qu'il soit aidé et soutenu. Alors Marc-Olivier Padis, voilà, on parle de l'aide d'une génération à l'autre. Cela suppose qu'il faudrait peut-être aussi demander des efforts aux aînés, des efforts financiers par exemple. Ce qui est curieux dans la discussion, c'est que le thème du conflit des générations est plutôt porté par la génération âgée que par la génération jeune. Donc c'est un retournement par rapport à la thématique de 68, mais d'ailleurs qui me semble très représentatif du grand retournement dont parlait Camille Peugny. Donc cela dit, justement, même si aujourd'hui des conditions objectives pourraient
rendre possible l'émergence d'un thème de conflit des générations, personne n'en veut véritablement. Et en fait, quand on observe les transferts familiaux, les solidarités familiales qui s'opèrent, on voit que personne n'a envie de jouer au conflit des générations. Les solidarités familiales sont assez fortes. Les transferts financiers des parents aux enfants, des grands-parents aux petits-enfants sont extrêmement importantes. Et puis, surtout, comme aussi on l'a vu dans la discussion, il n'y a pas de génération de référence. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une génération favorisée ou défavorisée ? On peut le dire d'une façon statique. Aujourd'hui, c'est pas très drôle d'être jeune. C'est pas forcément très drôle d'être âgé non plus. Mais finalement, est-ce qu'il y a une situation par une note un peu optimiste, est-ce qu'il y a une situation de référence qui permet à l'aune de laquelle on pourrait juger toutes les générations? Vous évoquez dans un numéro d'Esprit, vous évoquez un New Deal. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un jeu à trois. En fait, le deal entre les générations, c'est pas la génération des jeunes contre les vieux. C'est ceux qui ont construit le monde tel qu'il est, ceux qui sont actifs aujourd'hui, et puis les générations qui vont venir après. Et en fait, on ne donne pas ce qu'on a reçu à ses aînés, on donne à ses enfants ce qu'on a reçu de ses aînés. Et c'est ça le New Deal à trois qui est assez complexe, comme dit le proverbe. On n'hérite pas le monde de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. Très bien. Un mot pour conclure, Jacques Godefroy? Je crois que je suis optimiste, très optimiste, parce que je cesse de rencontrer des jeunes qui ont envie. Et le problème des politiques aujourd'hui, c'est de donner envie à des jeunes d'avoir envie. Bon. Camille Peugnier, vous êtes aussi optimiste? Non, vous voyez beaucoup de jeunes? Non, par principe, je suis plutôt de nature optimiste, mais en fait, je pense qu'on a moins parlé de l'emploi, mais le principal problème, c'est l'accès à l'emploi en France, puisque par exemple le premier CDI est atteint à 28 ans, donc c'est beaucoup plus tard que dans les autres pays européens, donc c'est un vrai problème. Et sinon, il faudrait vraiment que la France, juste en 2 secondes pour terminer, choisisse son camp, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, dans des pays beaucoup plus libéraux, il y a beaucoup plus d'accès aux prêts étudiants pour financer des études, et, des petits boulots pour les étudiants. On n'assume pas ça en France. En France, on n'assume pas non plus totalement l'aide de la famille. C'est souvent une solidarité contrainte quand même. Le mythe du Tanguy, il est né en France. On regardait un peu avec ironie le jeune qui restait chez lui. C'est présent en Espagne, en Italie. Voilà, mais aussi, ça pose pas de problème puisque c'est beaucoup plus assumé. En tout cas, c'est moins problématique parce que c'est plus assumé. Et la France et dans les pays scandinaves, il y a l'aide de l'État, qui aide le jeune à être autonome. C'était la question du nouvelobs.com, notre partenaire. Le RSA peut-il encourager le retour à l'emploi des jeunes? Oui, 22% seulement. Non, 70%. Il y a à peu près 300 votants. Merci à tous de votre participation à ce 19h. Dernière page du journal. L'Irak qui ouvre aujourd'hui, vous le savez, une nouvelle page de son histoire avec la fin de la guerre pour les États-Unis. Les Américains qui ont choisi de qualifier Aube Nouvelle leur nouvelle opération en Irak. Donc 7 ans après l'invasion du pays, Barack Obama décrète la fin de la guerre. Quelques 4500 militaires américains, plus de 200 000 Irakiens ont trouvé la mort dans l'aventure déclenchée par George Bush pour chasser Saddam Hussein. 7 ans après, eh bien c'est dans le même bureau ovale que Barack Obama a prononcé hier soir son discours d'un peu plus d'1 quart d'heure. Aujourd'hui, j'annonce que la mission de combat en Irak est terminée. L'opération Liberté en Irak est terminée et les Irakiens sont désormais responsables de la sécurité de leur pays. Pendant ce chapitre remarquable de l'histoire des États-Unis et de l'Irak, nous avons rempli nos obligations. À présent, il est temps de tourner la page. Notre invité, Hamid Nasser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, Revoir Bagdad. C'est votre vœu le plus cher aujourd'hui, même si vous y retournez régulièrement. J'ai raconté une autobiographie d'un quartier, voire d'un pays, qui reflète un schéma de la vie d'une génération, voire des générations, qui ont connu plusieurs guerres et on parlait à l'instant de générations sacrifiées. Vous pouvez témoigner dans un tout autre domaine. Vous avez connu toujours votre pays dans les pires situations. Moi, j'ai grandi avec la guerre. Enfin, j'ai grandi avec la guerre pour commencer Irak-Iran. Et après avoir fini, on s'est dit voilà, peut-être on va pas connaître pire que la guerre Irak-Iran. Et en fait, la guerre de Golfe 91, il était encore pire parce que le bombardement, c'était sur les villes.
et l'embargo, c'était encore plus dur. Et le coup le plus dur, c'était la guerre de 2003. Enfin, après la guerre de 2003, ce qu'on a connu comme purification ethnique, polarisation entre plusieurs communautés irakiennes, déchirement d'une société, et les conséquences étaient très catastrophiques. Et vous êtes arrivé en France peu de temps avant, d'ailleurs, l'intervention américaine il y a 7 ans, mais déjà vous aviez un lien avec notre pays de par la culture, c'est ce que vous racontez. Ben moi, j'ai étudié la littérature et j'ai été fasciné par la culture française, voire par la société française. J'ai été, par exemple, fasciné par cette société cartésienne, méthodique, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. J'ai été fasciné aussi par ce qu'il a dit, par exemple, Victor Hugo, quand il a dit « J'aimerais bien que l'État rentre chez lui et l'Église rentre chez elle », alors qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des hommes politiques, surtout dans le Moyen-Orient, qui comprennent ou qui veulent pas comprendre cette expression. Alors, la littérature, mais le cinéma aussi, parce que vous parlez de Claude Chabrol, alors vous êtes devenu un fan absolu de ses films. Grâce à lui, vous avez vraiment découvert la société, ou une certaine société française. Enfin, ça c'est l'autre de la culture française. Chabrol, pour moi, était le metteur en scène qui représente le cinéma français. Alors, cette guerre en vaut la peine, selon vous? Actuellement, il en reste encore 500 000 soldats sur le terrain. Et c'est selon le traité américano-irakien qui a été signé par le gouvernement Bush. Sur les 7 années qui viennent de s'écouler, je le rappelais, le bilan humain dramatique. 7 ans, c'était prévu. Même avant la guerre, c'était prévu parce qu'on avait une nation qui a été forgée de toutes pièces, fabriquée par la dictature de l'ancien régime, de Saddam Hussein. Comment jugez-vous le bilan de cette guerre? Le bilan de cette guerre, c'était plus que décevant. Je peux dire aujourd'hui que les Irakiens sont très très déçus parce que au début, certains Irakiens ont accueilli les Américains quand même comme libérateurs et avec des bras ouverts, mais parce que les Irakiens, ils pensaient que les Américains, ils sont au-dessus de tout et ils sont capables de faire tout. Et ils sont forts sur tous les domaines. Mais en fait, ça c'est vrai peut-être sur le niveau technologique, mais les Irakiens, ils ont découvert, ils ont découvert que les Américains ne peuvent pas résoudre une crise sociale ou une crise identitaire ou une crise nationale par un avion ou un char. D'accord. Aujourd'hui, la nouvelle opération américaine s'est mise en place. Elle s'appelle l'Aube Nouvelle. Est-ce que vous croyez à une aube nouvelle pour votre pays? Ça, c'est difficile à prévoir parce que, aujourd'hui, l'Irak passe par une crise politique et toute situation de sécurité dépend totalement de la scène politique d'abord et dépend aussi de l'enjeu régional parce que l'Irak est entouré par des pays pas faciles comme l'Iran et l'Arabie Saoudite et la Syrie. C'est tout un paysage, effectivement, sur lequel il faudrait s'attarder un peu plus longtemps, mais je renvoie à votre livre, Hamid Nasser, Revoir Bagdad, aux éditions Heubec. Merci d'avoir participé à cette édition. À 22h, prochain rendez-vous d'infos sur Public Sénat, avec Sonia Babrouk, qui notamment recevra Jean Veil, l'un des avocats de Jacques Chirac. Bonsoir. La religion dit qu'une femme n'a pas le droit de rester célibataire.
Si tu as un âge de te marier, il faut que tu aies un mari à la maison, tu ne peux pas vivre seul jusqu'à la fin de tes jours. À Mayotte, la polygamie est encore très présente, même si les mariages multiples sont interdits depuis 2003. Enquête sur un mode de vie qui pose de nombreuses questions à Mayotte et en métropole. Au fond, on n'accepte jamais, mais on fait avec. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Ils sont tous pareils. C'est pas celui-là, je prends un autre, il va faire la même chose. Un homme et ses femmes, un documentaire de Rémi Rosier, jeudi à 22h30 sur Public Sénat. Débat d'idées et réflexions politiques, les patrons font aussi leur rentrée. Suivez les universités d'été du MEDEF, vendredi à 11h sur les chaînes parlementaires.